Bonjour mes chers étudiants, je vous retrouve pour la suite et la fin du cours sur ne rien désirer. Je vous avais annoncé que je travaillerais une troisième partie très inspirée de l'ouvrage de Marlène Zarader intitulé « Cet obscur objet du vouloir ». Marlène Zarader qui devait venir nous voir et dont je vais ici synthétiser globalement les thèses. Alors, je vous propose un titre pour ce grand 3, « Ne rien désirer ». Peut-être plus profondément désirer le rien. Alors vous voyez que j'inverse le verbe et le complément d'objet. Ne rien désirer, ce serait désirer le rien, c'est-à-dire qu'il y aurait bien un objet à ce désir, un désir de néant. La question que je vais me poser dans cette partie, et qui fait l'objet de mon sous-titre, c'est de me demander si ce désir relève d'une pathologie ou d'une structure de l'existence, expression sur laquelle je reviendrai, structure de l'existence, et qui rejoint donc la thèse de Zarader. Alors, je vous propose un petit temps qui va être très inspiré d'un des chapitres qu'elle accorde au philosophe Nietzsche. En effet, elle se pose la question de savoir quels sont les philosophes qui, pour la première fois, ont vraiment abordé cette question du désir de rien. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est qu'au fond, la philosophie est longtemps restée muette sur cette question. Pourquoi? Parce qu'on considérait que le désir avait un objet et que cet objet était forcément quelque chose. Ça ne pouvait pas être le rien. On ne pouvait pas imaginer que l'être humain soit dans le désir d'un non-être. Ça n'avait pas de signification et la plupart des grands philosophes de l'histoire de la philosophie occidentale ont considéré qu'il y avait bien un objet du désir, que cet objet soit travaillé par l'imagination, pensez à la cristallisation chez Stendhal, ce genre de projection psychologique, ou que cet objet soit réel comme un objet que nous chercherions et que nous pourrions acquérir. Donc le petit 1, je vous propose un titre. Ne rien désirer signifierait alors autre chose que ne plus avoir de désir. Donc il s'agit de dire que ne rien désirer, ça n'est pas du tout ne pas avoir de désir, ce que j'avais abordé notamment dans mon grand 1, rappelez-vous, lorsqu'on avait parlé de cet être qui perd le désir. Non, il en a un, il a bien un désir, mais c'est un désir de néant. S'exprime en lui quelque chose comme une appétence, un appétit pour quelque chose, mais paradoxalement, son désir est orienté vers un objet qui est en quelque sorte du néant. Donc ce que je vais essayer de vous montrer déjà avec la position nietzschéenne, c'est que derrière l'apparence de pathologie qui est un peu facile dans la culture, dès qu'un individu, par exemple, est attiré par la mort, pensez à la tentation suicidaire, eh bien on va essayer de chercher des éléments pathologiques. C'est pas du tout une évidence, je vais essayer de vous le démontrer. Et derrière cette apparence de pathologie, nous allons essayer de montrer que se cache une réalité existentielle beaucoup plus profonde. Alors, on va partir du principe que certains êtres, en effet, aspirent à ne plus être. Est-ce qu'ils aspirent à ne plus être sous la forme du désir de suicide, du désir de mourir? Ce n'est pas forcément le cas. Derrière l'expression ne plus être, je voudrais ouvrir à des significations qu'on n'envisagerait pas forcément d'emblée. Ce n'est pas simplement le désir de la mort, ça peut être le désir de la dissolution du moi, ne plus être là, ne plus être visible, par exemple, vouloir devenir transparent, refuser son individualité pour se fondre dans le grand tout, par exemple. Donc vous voyez que ça peut être ne plus être du tout, mais ça peut être aussi ne plus être ce qu'on a été, ne plus être soi. Beaucoup d'individus, en effet, sont face à eux-mêmes dans un rapport de dégoût. Je ne veux plus être ce que je suis, je ne m'aime plus tel que je suis. J'aspire à ne plus être, au sens à ne plus être ce que j'ai été jusqu'à présent. Donc ça n'est pas du tout, vous le voyez, une aspiration à la mort, mais plutôt une aspiration à une dissolution du moi. Il faut supposer que dans chacune de ces directions, que ce soit la mort elle-même, le néant, la dissolution de l'individualité, etc., s'exerce quelque chose qui soit un désir. Alors Marlène Zarader va proposer une interprétation un petit peu dynamique de cette notion de désir, puisqu'elle va montrer que c'est peut-être plutôt le terme de tentation qu'il faudrait utiliser que le terme de désir. Alors j'étais déjà revenue avec vous en classe sur cette distinction notionnelle, je la reprends rapidement pour que ce soit bien clair dans votre esprit. Donc le désir qui est porté vers un objet peut être un mouvement qui sort de nous-mêmes en quelque sorte, au sens vraiment presque spinoziste de l'appétit, ou alors ça peut être une force qui s'exerce
de l'objet lui-même. Et là, on parlera plutôt de tentation. Lorsque dans la Genèse, vous avez cet épisode de la tentation par le serpent d'Ève et d'Adam, c'est bien le serpent qui lui-même fait surgir en Ève et Adam un désir de connaître, d'égaler les dieux, etc. Donc c'est l'objet qui est le responsable du désir que nous avons. C'est un petit peu ce que nous retrouvons également dans le discours très déresponsabilisant de Don Juan, dans sa fameuse tirade de l'inconstance, où il dit que c'est pas en quelque sorte de lui-même que vient ce désir, mais c'est la présence des femmes autour de lui qui le sollicite en permanence. Donc ici, ce serait à peu près la même représentation. Le désir de mort serait lié à une séduction inhérente à la mort elle-même ou à la dissolution du moi elle-même. Au fond, il y aurait un pouvoir de tentation, de la mort, du rien. Et ce que va essayer de montrer ou de démontrer Marlène Zarader dans son ouvrage, c'est que la philosophie ne s'est pas ou s'est très peu penchée sur cette question. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi la question d'une tentation de la mort elle-même n'a-t-elle jamais été véritablement abordée par la philosophie? Eh bien, ce que je vais essayer de vous démontrer, je pense que vous allez voir que finalement, avec Nietzsche notamment, ça se vérifie encore d'une certaine mesure. Le désir de mort ne serait que la dissimulation d'un désir de vie. L'individu qui, en quelque sorte, par exemple, chercherait à s'éliminer, à se suicider, appellerait au secours, dirait quelque chose de positif. Je suis attaché à la vie, j'aime la vie, mais pas celle-ci. J'ai du désir en moi, mais ce désir est extrêmement frustré, je ne vois plus comment le satisfaire. Ça ne veut pas dire que le désir a disparu de cette personne, mais que c'est un désir de vie qui s'exprime de manière indirecte par une aspiration à la mort. Donc c'est toujours la vie qui est à l'origine finalement de ce désir de mort, si bien que les philosophes n'ont jamais cru vraiment en un désir du rien, en un désir de ne plus être, en un désir de rien, en un rien désiré. Ils ont considéré que c'était toujours une voie dérivée pour parler du désir de vie, une manière détournée pour en parler. Et c'est notamment le cas de Nietzsche, que donc Zarader analyse dans un chapitre qui lui est entièrement consacré. En effet, Nietzsche fait partie de ces philosophes qui ont analysé l'attrait de la mort et analysé comment la culture européenne s'était fait l'expression d'une tentation de néant. Alors cette culture européenne, vous savez qu'il est extrêmement critique à son endroit, elle est l'héritage platonicien, judéo-chrétien, et elle est travaillée, d'après lui, par une tentation de néant, une sorte d'épuisement morbide qui aurait, au XIXe siècle, atteint son apogée dans le nihilisme, ou dans l'histoire de la culture à travers l'idéal ascétique. Lorsque j'en arrive à ne plus vouloir de désir, lorsque j'en arrive à retourner une violence contre moi en refusant toute forme de satisfaction, toute forme de jouissance, eh bien c'est que la tentation du néant, le nihilisme, cet épuisement culturel m'a complètement absorbée. Alors, si on devait définir le nihilisme rapidement, on pourrait rappeler que le nihilisme, c'est une sorte d'épuisement, de lassitude. Nietzsche parle souvent d'un besoin de dormir, il parle à travers des métaphores qui, comme ça, sont assez parlantes. Lorsque l'on a besoin de dormir, on abandonne la vie. On ne veut plus rien avoir à y faire. Non, non, je préfère dormir, j'ai envie de rien. C'est une propension qui peut d'ailleurs s'exprimer de manière beaucoup plus active, voire violente, à travers la destruction. Mais autant cette destruction est-elle vécue comme positive par Nietzsche, ou pensée comme positive par Nietzsche lorsqu'elle est une destruction qui assume cette dimension créatrice qu'il y a en toute forme de destruction, autant là, la destruction finalement n'est pas la destruction de ce qu'il y a autour de moi, mais la destruction de moi-même. C'est une destruction rentrée, une destruction qui se retourne vers moi. Je suis le sujet qui détruit et l'objet à détruire en même temps. Et là, c'est l'expression même du nihilisme. Donc le nihilisme, vous le voyez, épuisement, lassitude, besoin de dormir, violence rentrée, retournée vers soi. Ça veut dire que la mort, donc, lorsque nous la recherchons, s'accomplit au sein même de la vie et se dissimule sous des masques. Cette pulsion de vie se dissimule sous des masques divers, dont le désir de mourir. Il dit de ce désir de mourir qu'il pourrait être l'expression d'une volonté de puissance décadente. La vie même est définie par Nietzsche comme une volonté de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'être, dans le monde, il y a des déploiements d'énergie, des déploiements de force. C'est ce que nous avions vu un petit peu avec ma petite mise au point sur le désir chez Gilles Deleuze.
déploiement d'énergie, déploiement de force, et le but de tout ça, c'est que chaque force s'affirme jusqu'à satisfaction. Et ce qu'on a remarqué, enfin ce qu'il remarque à propos de la volonté de puissance, c'est qu'elle s'affirme toujours davantage. Il n'y a pas en quelque sorte de terme, la volonté de puissance cherche toujours davantage de puissance pour elle-même. Or, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est que la décadence, c'est lorsque cette puissance se retournait contre soi. Donc ça veut dire qu'il s'agit encore d'une expression de la volonté de puissance, mais une volonté de puissance qui s'est en quelque sorte dévoyée, qui a déployé ses forces dans une autre direction, qui s'est orientée différemment. Donc on pourrait dire en effet que la décadence, c'est une forme désorientée ou pervertie au sens vraiment littéral d'avoir changé de direction, perverteor, j'ai changé de sens, j'ai changé de direction, de cette volonté de puissance. Donc, vous le constatez, la vie peut s'affirmer paradoxalement dans sa propre négation. C'est toujours la vie et la volonté de puissance qui s'expriment, mais elle s'est exprimée dans une direction décadente, pervertie, où cette volonté se retourne contre elle-même, la volonté de puissance se retourne contre elle-même, et au lieu de vouloir la vie, elle veut le néant. Et de manière indirecte, donc, la mort, pensez à la mort de Socrate, analysée dans le Crépuscule des idoles, pensez au sommeil également, hein, qui est l'une des expressions de cette perversion. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche envisage qu'il puisse y avoir positivement un désir de mort, mais la plupart du temps, il l'interprète aussi comme une ruse de la conservation de la vie. Donc lorsque la vie cherche à se conserver, elle le fait par des voies détournées, des voies de ruse, et vous le constatez, c'est bien ici, en ce sens que Zarader l'interprète. Nietzsche rejoint de ce point de vue-là, dit-elle, la tradition philosophique. Pourquoi ? Parce que l'homme ne peut pas vouloir le rien. C'est toujours la vie qu'il veut, mais cette expression de cette volonté de puissance s'est détournée de la vie, mais à travers la mort, c'est encore la vie que nous recherchons. Voici ce qu'elle écrit à ce propos. Nietzsche rejoint sur un point au moins la tradition philosophique dont il s'est pourtant si vigoureusement distancié. L'homme ne peut pas vouloir le rien. Ce vouloir de néant est autre chose que ce qui semble être. En réalité, ce vouloir de néant ne serait qu'une autre manière de s'auto-conserver. Ce qu'on cherche à travers la mort, donc c'est encore la vie, vous voyez que Nietzsche ici n'éclaire pas vraiment le désir de rien de manière positive, puisque ce désir de rien, c'est encore un désir d'être, ce désir de non-être, c'est encore un désir d'être, mais qui a pris des voies détournées pour s'exprimer. Il semble que notre culture, donc, ait beaucoup de mal à penser que la mort puisse être voulue pour elle-même. La mort reste, dit Marlène Zarader, la mort est sous-entendu, pour autre chose qu'elle-même. Elle n'est pas voulue en elle-même, elle est voulue pour autre chose qu'elle-même. C'est le moyen en vue d'une fin, et cette fin, ça reste la vie. Elle est donc, dit ce désir de mort, est, dit-elle, un impensé de la philosophie occidentale. La philosophie occidentale a beaucoup de mal à imaginer ou à penser que l'homme puisse et vouloir la vie et vouloir la mort, et que le désir de mort ne soit pas une forme dérivée du désir de vie, mais soit bien autre chose. D'où un chapitre nouveau qui va guider mon paragraphe 2, que j'ai intitulé « Thanatos, l'hypothèse de la pulsion de mort ». Thanatos, l'hypothèse de la pulsion de mort. Alors sachez que ce sous-titre, ce titre de petit 2, je l'emprunte au titre du chapitre qu'elle consacre à Freud. Je l'ai trouvé synthétique, après tout, pourquoi pas, puisque c'est la thèse que nous allons défendre ici. Alors elle va s'appuyer sur Freud, en effet, pour montrer qu'il est l'un des auteurs qui, peut-être, dans l'histoire de notre culture, a été le premier à vraiment aborder la question de la pulsion de mort. Alors vous allez voir que tout en défendant cette position, puisqu'elle y voit quelque chose d'assez novateur, étant donné que même Nietzsche n'est pas allé jusqu'à affirmer l'existence d'une pulsion de mort de manière positive, elle prendra ses distances avec Freud, et je vous expliquerai en transition pourquoi. Alors Freud est peut-être le seul à avoir osé envisager que l'appel de la mort puisse être une fin et non un moyen, puisqu'on avait vu avec Nietzsche qu'il était encore un moyen en vue d'une autre finalité qui était la vie, qui était l'affirmation de cette puissance de vie.
Chez Freud, donc, l'appel de la mort serait une fin, c'est-à-dire une fin en soi. Mais c'est vrai que cette thèse de la pulsion de mort ne fait pas l'unanimité et beaucoup des lecteurs de Freud sont restés extrêmement sceptiques à l'idée de cette thèse qui va être développée dans un ouvrage dont nous avons déjà parlé un petit peu dans l'année et qui est un ouvrage de 1920, Au-delà du principe de plaisir. Dans Au-delà du principe de plaisir, Freud définit la pulsion et définissant la pulsion, il va analyser la pulsion de vie, Eros, la pulsion de mort, Thanatos, d'où le sous-titre bien sûr de ce petit 2, comme étant des pulsions à la fois différentes mais reliées, peut-être pouvant même être confondues, on va voir dans quelle mesure. Alors, d'abord revenons à la définition toute simple de la pulsion. On va revenir au vocabulaire qui est utilisé ici par Freud. Bon, la pulsion, c'est ce qui pousse, littéralement pulsare en latin. Donc, c'est une poussée. C'est une poussée qui s'exerce de l'intérieur du vivant vers l'extérieur et qui, forcément, puisqu'elle vient de l'intérieur de nous, ou du vivant en général, le fait tendre vers un but qui est extérieur à lui-même. Et cette tension qui est en lui va trouver à l'extérieur, dans la satisfaction, un apaisement. Lorsque nous voulons quelque chose, nous ne sommes satisfaits que lorsque nous avons obtenu l'objet de notre volonté, lorsque nous avons une pulsion, cette pulsion doit se satisfaire. Et je vous renvoie à mon cours sur Désir et Temps où nous avions insisté sur la dimension extrêmement immédiate de cette satisfaction lorsqu'elle n'a pas été encore travaillée par l'éducation, par la culture, et par ce que Derrida appelle la différence avec un A, c'est-à-dire l'art de différer cette satisfaction. Donc cette pulsion qui pousse attend une satisfaction. Et cette satisfaction est analysée par Freud comme étant un retour à un état antérieur à la tension. Alors je m'explique parce que c'est un petit peu technique. Il faut vous représenter le vivant comme étant d'abord détendu, sans tension. C'est son état premier. C'est un état de repos. On pourrait peut-être penser à un état minéral, sans mouvement. C'est l'état de celui qui dort, qui sommeille, par exemple. Bon. Et puis, le désir va naître en nous, la pulsion va naître en nous, et cette pulsion va nous mettre en mouvement. Nous étions au repos, nous étions sans tension, et nous avons en nous une pulsion, une tension. Qu'est-ce que va être la satisfaction de cette tension ? Eh bien, sa disparition. Lorsque nous retrouvons un état de détente, eh bien, enfin, nous sommes satisfaits. Lorsque Freud envisage donc cette espèce de trio, un état d'absence de tension, une tension qui est la pulsion et une satisfaction qui est l'abandon de cette tension, la disparition de cette tension dans la satisfaction, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'au fond, la première étape et la dernière se rejoignent. Absence de tension, tension, absence de tension. C'est comme si, au fond, dans le désir voulait revenir à l'état antérieur. Le désir ne serait pas porté vers l'avant, mais vers le désir de retrouver un état préalable d'absence de tension que nous aurions perdu. La pulsion, au fond, à quoi aspire-t-elle, explique Freud, à une extinction de nos tensions. On pourrait approfondir en disant que la pulsion, elle aspire au fond à l'extinction de toute tension, un retour au rien, un retour au repos, et pourquoi pas un retour à la mort, puisqu'après tout, le repos, l'absence absolue de tension, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'état du non-vivant ou du non-encore vivant. Alors, cette hypothèse est assez intéressante. Alors, sachez que Freud jamais n'a considéré que c'était autre chose qu'une spéculation. Il parle même de croyance. Il dit que c'est sa croyance, sa petite croyance. Mais c'est vrai que ces éléments s'autorisent de certains faits cliniques. Il ne part pas de rien. Il a remarqué qu'en effet, les faits cliniques posaient que la vie, manifestement, n'avait d'autre but qu'un retour à la mort. C'est étonnant puisque la mort est première, la vie est seconde, mais la vie cherche à revenir à cet état privilégié du repos qui est la mort.
C'est peut-être ce que l'on retrouve notamment dans le vocabulaire à travers cette petite expression qu'on utilise pour parler de l'orgasme, qui est la petite mort. Vous avez un désir qui vous pousse à cette recherche du plaisir sensuel, et puis lorsque le plaisir sensuel est atteint, il y a repos, affaissement des tensions, et on a pu appeler ça une petite mort, ce qui semble suggérer qu'au fond, ce repos que nous trouvons ressemble à une perte de vitalité, à une fatigue qui est très très proche de la mort. Alors comment il l'explique? Il nous dit, dans le cosmos, il y a eu du non-vivant avant le vivant. Si bien que le vivant aspirerait, c'est ma petite croyance, à ce non-vivant, cette espèce de vie non organique, anorganique, qui était antérieure à la vie organique. D'où cette phrase de Marlène Zarader qui synthétise le propos. La pulsion serait alors l'aspiration la plus générale de tout ce qui vit, l'aspiration la plus générale de tout ce qui vit, au repos du monde anorganique. Au repos du monde anorganique. Donc vous voyez que le vivant, au fond, aspire au non-vivant. Freud donc en déduit que la vie n'a d'autre but que la mort. Ce qui est une inversion assez spontanée, il me semble, enfin assez étonnante, de la représentation spontanée que nous avons de la vie qui aurait pour but de se maintenir dans l'être. Pensez, vous connaissez tous chez Spinoza, l'idée c'est de se persévérer dans son être. La vie n'a pour but que de persévérer dans son être et sûrement pas de s'annihiler dans la mort. Or précisément, et Zarader est très, très nette là-dessus, elle nous dit cette idée que défend Freud, elle a un défaut et pas des moindres, c'est qu'elle est absolument indémontrable. Elle est indémontrable, la mort ici n'est qu'un but parce qu'elle est une origine, la mort serait à l'origine de la vie et elle serait le but de la vie. Alors c'est une idée qui est en effet intéressante et porteuse, mais qui ne peut pas être démontrée. Alors ce qui la dérange peut-être davantage, c'est que lorsque Freud aborde ces questions, il les aborde en parlant du vivant en général. La pensée de la mort est ici pensée selon un mode biologique. Cela veut dire que cela vaudrait pour nous, êtres humains, mais encore pour des animaux ou pour du végétal. Chaque être vivant aspirerait à un retour à l'inorganique, un retour au zéro, à l'état zéro, un état de paix et de repos originel. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est que si l'origine de la vie est repos, ce que vous constatez, c'est que Freud a une représentation de la vie comme perturbation, tension. Là où la mort est absence de tension, la vie apporte des tensions, elle perturbe cet état de repos initial. Donc, la mort n'est pas simplement, chez Freud, la fin de la vie au sens du terme, la mort finit la vie, le terme de la vie, elle est fin au sens de finalité et de finalité de tout le vivant. Alors l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est qu'en est-il de l'opposition que l'on établit traditionnellement entre Eros et Thanatos, puisque ce qu'on vient de montrer, c'est que la pulsion érotique visait sa destruction en quelque sorte dans la fin d'un état de tension. Est-ce que ça veut dire que Eros ne vise que Thanatos? Est-ce qu'on peut encore distinguer ces deux pulsions qui ont été très longtemps distinguées par Freud, mais sur ce texte on sent que la distinction tient moins. Alors il va la maintenir en montrant qu'au fond Thanatos c'est plutôt une puissance de déliaison, elle démolit, alors que Eros est plutôt une pulsion qui construit, qui unifie, qui rassemble. La pulsion de mort, Thanatos, est une pulsion qui s'exprime à travers la vie, mais elle s'exprime à travers la vie comme une pulsion de destruction. Alors, je m'explique, il y a l'état de repos et il y a le désir, ou la pulsion. L'état de repos, anorganique. Puis naît la vie et naît le désir avec cette vie. Dans ce désir, deux orientations. Soit une orientation érotique de cette pulsion on l'appellera pulsion de vie ou éros, et cette pulsion nous fait bâtir, nous fait construire, nous fait nous rassembler, nous unifie. Soit
nous avons un autre aspect d'expression de notre pulsion en nous, tout aussi tendu, tout aussi vital, mais qui a tendance à détruire et à délier ce qu'Eros aurait tendance à relier. La pulsion de mort est représentée par Freud comme étant une violence, mais une violence peut s'exercer soit à l'extérieur de soi, soit à l'intérieur de soi, et c'est vrai que là encore, un petit peu comme chez Nietzsche, eh bien la pulsion de mort est chez Freud plutôt d'autodestruction, c'est une violence rentrée, une violence retournée vers soi. Soit nous l'orientons vers l'extérieur, soit nous l'orientons vers nous-mêmes, mais d'après lui, à l'origine, Thanatos est plutôt orienté vers soi. Alors, Marlène Zarader en déduit quelque chose qui est assez intéressant, alors pas forcément pour notre notion en particulier, mais pour une notion que j'ai eu à travailler il y a quelques années avec des étudiants antérieurs à vous, qui était la notion du mal. En effet, qu'est-ce que c'est que faire le mal, hein? On dit souvent que c'est l'acte de violence qui s'exerce vers l'extérieur parce que je fais du mal à quelqu'un. Or, Zarader nous dit au fond, on pourrait, à partir de Freud, poser cette hypothèse que le mal que nous faisons, la violence que nous exerçons, l'agressivité dont nous faisons preuve, plonge ses racines dans l'attrait de l'homme pour le non-être. Lorsque je ne veux plus de mon propre anéantissement, de ma propre destruction, j'oriente cette destruction, cet anéantissement à l'extérieur de moi. Je vais vouloir l'anéantissement des autres, l'anéantissement d'une chose, d'un autre, etc. Donc il y aurait dans le mal une source intérieure qui serait liée donc à notre pulsion de mort. Donc vous le constatez, il y a bien l'existence d'une pulsion de mort. Cette pulsion de mort, elle existe en nous-mêmes, elle est une puissance qui nous délie, qui détruit à l'extérieur de soi ou à l'intérieur de soi, mais qui s'origine d'abord dans quelque chose de plutôt d'auto-destruction et qui aboutira finalement, dont la finalité ultime est la mort absolue, c'est-à-dire la vie anorganique. Alors je vous le disais, Zarader insiste beaucoup sur le fait que Freud a abordé cette question sous un angle biologique qui concerne tout le vivant. Et ce qu'elle reproche finalement ici à Freud, c'est de ne pas comprendre que l'homme a peut-être un rapport plus singulier à la mort que la mouche ou que l'arbre. La pulsion de mort traverse tout le vivant. Qu'est-ce qui se retrouve en l'homme en particulier? Qu'est-ce qui fait qu'il est un être singulier dans son rapport à la mort? Et c'est pour cela que dans un dernier paragraphe, elle convoque Heidegger. Heidegger est un philosophe qui, en effet, va permettre de penser qu'il existe derrière ce désir du rien quelque chose qui est non pas le propre de tout vivant, qui aurait en lui une pulsion de mort et une pulsion ayant pour finalité de revenir à un état d'absence de tension, non de mort, mais qu'il y aurait dans l'existence même du sujet humain quelque chose comme un désir du rien. Alors, Heidegger est un philosophe qui a interrogé la mort. Vous savez que c'est lui qui, notamment, définit l'être humain comme un être pour la mort, Sein zum Tode, en allemand, un être pour la mort, dans un texte célèbre qui s'intitule « Être et temps », le verbe être et le mot temps, être et temps. Et donc, Heidegger, c'est un des philosophes auxquels on pense tout de suite lorsqu'on analyse la question de la mort, mais il va aborder la façon dont l'homme se rapporte à la mort. Ce qui l'intéresse, c'est la manière dont l'homme lui-même, et non tout le vivant, vit son rapport à la mort. Et il nous montre qu'un être humain qui se rapporte à quelque chose, que ce soit la vie ou à la mort, se rapporte à elle d'une certaine façon que l'animal ne connaît pas. Donc c'est un philosophe qui considère que l'animal ne vit pas tout à fait le même rapport à l'existence que nous-mêmes. L'homme est même le seul être de la nature à pouvoir se rapporter à la mort. L'animal la vivrait de manière spontanée, l'homme s'y rapporterait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre lui et elle, entre lui et la réalité qu'il vit, il met de la distance.
L'homme ne fait pas que vivre, il existe. Et dans ce terme exister, vous avez étymologiquement ex, qui est hors d'eux, et sistere, qui est se tenir. C'est se tenir hors d'eux. L'être humain ne fait pas que vivre de manière immédiate, il est capable de vivre et de se dédoubler en analysant à distance ce qu'il est en train de vivre. Là par exemple, moi qui vous fais cours, je peux tout à la fois faire cours et au moment même où je fais cours, ne pas être dans la pure immédiateté de ce que je fais, et du coup vous voyez ça cafouille, mais prendre de la distance et essayer par exemple de juger si j'ai trop de gestes à l'italienne ou si je dis trop finalement, ce qui m'arrive beaucoup. Donc je prends de la distance et c'est ce rapport à l'être distancié qui est vraiment l'existence au sens étymologique du terme et qui se distingue donc de la vie que nous aurions en commun avec l'animal, ce rapport d'immédiateté. Donc l'homme ne vit pas, il existe parce qu'il est distant de la vie, il est hors de la vie. Ça veut dire qu'il peut penser la vie comme il peut également être à distance de la mort, la penser, se la représenter, se l'imaginer. Heidegger d'ailleurs oppose deux termes pour désigner le fait de mourir. Un verbe qui va être sterben, qui est traduit dans les traductions de Heidegger par le verbe périr, et verenden, qui veut dire mourir. Pour lui, verenden, ça va être plutôt l'aspect humain de la mort. Mourir pour un être humain, c'est être capable de se rapporter à sa mort, se la représenter. Ça n'est pas un simple périssement. Cela vaut pour les animaux, ce périssement. Et encore que si vous êtes là l'année prochaine, si vous cubez, vous verrez que cette question d'une animalité qui ne ferait que périr est tout à fait discutable et nous pourrons en effet en discuter. Donc, la poussée du vivant vers la mort n'est pas tout à fait ce que vit l'être humain. L'être humain fait davantage. Il peut se représenter la mort et il peut se la représenter et donc la vouloir, la désirer. Que fait ici Heidegger? Il prend ses distances avec Freud. Pourquoi? Parce que Freud parlait de pousser. Nous étions poussés, quelque chose en nous, poussé vers la mort. C'est la pulsion de mort, c'est Thanatos. Vers cet état premier de non-tension. L'individu humain, lui, n'est pas simplement poussé inconsciemment vers quelque chose. Il a une représentation consciente de la mort, si bien qu'il peut vouloir sa propre fin. Si l'homme se rapporte à sa mort, il peut tendre vers elle et en faire l'objet d'un vouloir paradoxal, puisque je peux vouloir ma propre mort. Et donc, ce que va essayer de montrer Zarader ici, c'est que c'est une possibilité qui n'est octroyée qu'à l'être humain. Parce que nous sommes existants, parce que nous avons cette distance par rapport à ce que nous vivons, y compris notre possible mort, eh bien, le désir de mort est existentiel. Existentiel, alors je reviendrai sur cette distinction entre l'existentiel et l'existentiel que rappelle Zarader, puisque ce sont des distinctions que fait Heidegger lui-même dans son ouvrage. Donc, quelque chose qui a trait à l'existence est en jeu, seul l'être humain existe, mais les réalités à distance, et c'est pour ça qu'il peut penser sa propre mort et la désirer. L'homme, dit Heidegger, est l'objet dans l'histoire de notre culture, d'approches métaphysiques, d'approches anthropologiques. Mais Heidegger va proposer ce qu'il appelle une méthode qui est l'analytique existentielle. L'analytique existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va montrer en quoi l'être humain est un être différent, il n'est pas un être comme les autres, puisqu'il existe. Et qu'est-ce que ça engage? Ça engage qu'il a à être. Cette expression, qui est soulignée ici par Marlène Zarader, « avoir à être », vous pouvez l'envisager comme un pouvoir-être. L'animal va suivre en quelque sorte, d'après lui, la destinée de sa race. Mais l'être humain va organiser un pouvoir-être dont il a en quelque sorte la possibilité de l'orienter à sa manière. Il appelle ça en allemand le sich vorwegsein. Littéralement, c'est l'être en avant de soi. C'est-à-dire qu'un être humain, lorsqu'il vit, il se projette, il s'imagine, il imagine ce qu'il pourrait être. Et vous voyez que cette fois, le désir n'est plus orienté vers l'avant,
comme c'était le cas chez Freud, mais bien vers l'avenir, l'être humain est capable de projection. Sa structure directrice, c'est un être en avant de soi, un sich vorwegsein, si bien que ça le voue à un constant inachèvement, puisque si je suis toujours projeté vers l'avant, je ne serai jamais complètement achevé, je ne pourrai jamais me saisir comme un être total, je suis toujours en quelque sorte en devenir, et c'est ce qui fait la singularité de l'être humain. Le Dasein existe, il est en avant de lui-même en permanence, mais c'est vrai qu'il vit toujours sous la menace imminente de la possibilité de mourir. Un être humain sait, il ne sent pas seulement, il sait, c'est peut-être là une différence que nous pourrions établir avec l'animal. L'animal peut sentir la mort, l'homme sait qu'il doit mourir, il en a la connaissance de cette mort, et cette mort est un des possibles, même une nécessité, hein, c'est idiot de dire possibilité, mais c'est une possibilité permanente, au sens ça peut surgir à n'importe quel instant, c'est ça que je voulais dire, mais c'est une nécessité, l'être humain devra mourir. Heidegger utilise un concept pour désigner cette imminence du ne plus être là, hein, le nicht mehr Dasein, littéralement ne plus être là, nicht mehr Dasein, c'est-à-dire que l'individu va se rapporter toujours à cette possibilité d'une mort imminente. Ça va complètement structurer son rapport à l'existence. Donc vous le voyez, la mort n'est pas simplement une possibilité de l'existant, du vivant en général. Pour l'être humain qui existe au sens fort, c'est la possibilité la plus extrême, la plus absolue. Un être humain est essentiellement un être pour la mort. Et c'est d'ailleurs pour cela, explique Heidegger, que nous sommes travaillés par l'angoisse, parce que nous connaissons l'idée de notre propre mort. Alors je reviens rapidement sur le distinguo entre existentiel et existentiel. Qu'est-ce qu'il appelle existentiel, Heidegger? C'est nos choix, lorsqu'on dit qu'on a des dilemmes existentiels, c'est qu'on se pose des choix, des questions de choix. Chacun dans sa vie, on est face à des choix qui vont structurer notre existence. On appellera ces choix existentiels. L'existentiel, c'est ce qui se rapporte à des choix de vie de chacun. L'existentiel, par contre, va désigner une structure commune à tous les êtres humains, donc c'est plus individuel, ça n'est plus nos choix à nous, c'est quelque chose qui est au fondement de ces choix et qui caractérise la condition humaine. L'être humain, en tant qu'être pour la mort, est donc un existentiel. La vie rencontre assurément la mort, mais un être vivant ne peut pas la vouloir, il va la rencontrer au hasard. En revanche, l'être humain peut la vouloir. Cette structure appartient à notre humanité, et c'est ce que, d'après Marlène Zarader, notre époque contemporaine a tendance à nier, à ne pas reconnaître. Dans notre société contemporaine, et on l'avait vu notamment avec l'auteur Byung-Chul Han, l'idée de vouloir la mort est considérée comme une pathologie, et la norme est une norme positive de performance. Un être humain se doit d'être en vie, d'être en quête de vie, d'être toujours dans la positivité d'une recherche vivante, etc. Or, si on est un être qui existe, il y a forcément en nous cette dualité. Nous sommes composés tout à la fois d'aspiration à l'existence, bien évidemment, mais nous avons aussi en tant que sujet existentiel la possibilité de vouloir la mort. Ça fait partie de notre existence de sujet humain. D'où cette phrase que je vous donne d'elle, vous retrouverez ces éléments écrits bien sûr comme d'habitude. Cette composante demande à être reconnue, sans qu'on doive pour autant se plier à sa loi. Peut-être est-ce ce contre quoi notre humanité se conquiert et se construit, ce malgré quoi nous choisissons de vivre. Donc oui, il y a bien deux composantes dans l'humanité. Il y a le désir de vivre et il y a le désir, la volonté de mort. Elles existent toutes les deux parce qu'elles font partie de notre existence. Nous avons de la même capacité de distance à l'endroit de notre vie et à l'endroit de la possibilité ou de la nécessité de notre mort. On a tendance à la gommer parce qu'on est dans une société où on ne veut voir que la partie belle de l'existence et surtout pas se frotter, s'affronter à cette négativité-là. Pourtant, c'est peut-être contre cette négativité que nous construisons, que nous bâtissons sans cesse, parce que nous en prenons conscience. Alors,
J'aimerais, pour finir cette analyse, revenir sur 2 écueils que cherche à dénoncer ici Marlène Zarader. En effet, elle revient d'abord sur l'écueil qui consisterait à dire que le désir de rien, ne plus rien vouloir, ne rien vouloir, qu'on a associé dans cette partie 3 à désirer le rien, serait une pathologie. Parce que si c'était une pathologie, alors il faudrait considérer que c'est négatif. Et que l'être humain qui a en lui ce désir du rien est malade. Or, ici, vous le sentez, elle a voulu montrer que c'était une possibilité de l'existence humaine, que c'était lié à la position d'existant que nous occupons, nous, êtres humains. Donc, lorsque la pathologie considère que le désir de rien est mauvais et qu'il faut privilégier l'être au détriment de sa négation, eh bien, elle se trompe dans la mesure où elle considère que la vie n'est que positivité, là où elle est forcément dualité. Marlène Zarader utilise le terme grec agon, qui désigne le combat et qui dit que dans l'existence, donc il y aura sans cesse en nous le combat d'un désir de vie et d'un désir de mort, puisqu'ils sont tous deux liés à notre capacité d'exister. La deuxième difficulté qui est évoquée par Marlène Zarader, c'est de considérer un peu comme le faisait Madame Guyon, que par la mort, on accéderait à une vérité supérieure, on accéderait à Dieu, on accéderait à l'être. Là, cette fois, il s'agit, vous le voyez, de privilégier le négatif au détriment du positif. Dans les 2 cas, on se trompe. Dans le côté pathologique, on ne voit que le positif de l'existence et on considère que le désir de mort est une pathologie. C'est donc une pathologie, c'est négatif. Dans le cas de Madame Guyon, la mystique que nous avions abordée en partie 2, il s'agit de privilégier la négation au détriment de la positivité de l'être. Or, pour Marlène Zarader, il est évident que l'existence est neutre. Elle n'est ni positive ni négative. C'est une structure qui doit se dégager de tout regard normatif. Elle dit que l'existant opte pour l'être s'il a pu résister au non-être. Il y a les 2 aspects en lui. Un individu qui opte pour l'être ne le peut que parce qu'il résiste à la tentation du non-être. Parce qu'elle existe, elle est bien là, cette tentation du non-être, mais il y résiste. Il fait front contre cette tentation du non-être. Enfin, et pour conclure, le dernier problème que va poser Marlène Zarader est se demander pourquoi nous sommes encore en vie. C'est-à-dire pourquoi, en gros, l'être a toujours ou presque le dernier mot. Il y a plus de gens qui persistent dans l'existence, au sens spinoziste du terme, que de gens qui abandonnent et qui se nient ou qui décident de se suicider. Pourquoi la vie, pourquoi l'être a-t-il toujours, ou presque, une nuance puisqu'elle sait que c'est quand même plus compliqué, mais pourquoi l'être a toujours ou presque le dernier mot sur le non-être, alors que les 2 attraits font, c'est ce qu'elle a essayé de démontrer, partie tous 2 de l'existence. Tous les 2, ces 2 attraits, l'attrait pour le non-être et l'attrait pour l'être, font partie de l'existence, alors pourquoi il y en a un qui, en quelque sorte, se met à gagner sur l'autre. Alors, elle propose une première hypothèse qui serait peut-être d'influence darwinienne ou freudienne et qui serait la force de l'instinct de vie qui serait très supérieure à l'instinct de mort. Mais elle nous dit, si on fait ça, si on argue de la puissance de l'instinct de vie, on va devoir abandonner toute la réflexion qu'on a menée sur ce qui était proprement humain, c'est-à-dire la réflexion menée sous l'influence de Heidegger. Alors elle va se recentrer sur ce que l'être humain est seul capable de faire. Et ce qu'elle constate, c'est que l'homme est le seul à être capable de parler. Alors les animaux ont un langage, mais l'homme symbolise à travers son langage. Elle dit que le langage humain fait être. Le langage fait être. Il dit l'être et il ne peut dire que l'être. On ne peut pas dire le non-être, ou alors il faudrait vider le sens des mots. Lorsque je parle, j'utilise des mots qui renvoient à de l'être. Je parle du réel. Parler, c'est donc finalement résister à la mort. En parlant, je me maintiens dans l'être. Le langage crée du lien avec l'être. Parce que pour parler, il faut parler de ce qui est. Je ne peux pas mettre des mots sur ce qui n'est pas. Et plus encore, parler, c'est parler à autrui. Que cet autre soit là, et vous avez une vraie conversation, une vraie discussion, ou qu'il soit absent,
puisque là je suis encore un peu en train de me parler à moi-même ce matin en faisant ce cours, eh bien, je m'adresse à vous virtuellement. Alors vous n'êtes pas des élèves réels, je vous préfère quand vous êtes réels quand même, mais vous êtes des élèves virtuels, je considère qu'il y a déjà une forme d'existence en vous, je vous parle à vous. Et je crée, à travers ce discours, ce qu'on appelle une intersubjectivité. En parlant à l'autre, je m'ancre dans l'existence. Pourquoi? Parce que d'abord je parle, et on a vu qu'on ne pouvait parler que de ce qui est. Et je m'ancre dans l'existence parce que je crée du lien avec un autre. Je m'adresse à quelqu'un. Et on arrive à rappeler que un être qui est au bord de l'abîme est assez peut-être aisé à identifier. C'est un être seul, privé de rapport intersubjectif, et qui est privé de parole. Tant qu'un individu est capable, peut-être de mettre des mots sur sa douleur, pensez aux contemplations de Victor Hugo par exemple, où il s'agit de mettre des mots pour faire son deuil de sa fille Léopoldine. Eh bien, tant que je peux réactiver le langage, je m'inscris dans l'existence. Au fond, exister, c'est résister. C'est résister victorieusement contre l'attrait de la mort qui existe en nous en tant que nous sommes des êtres existants. On peut dire que exister, c'est une lutte qui se mène par nos rapports intersubjectifs. On vit mieux, on vit plus longtemps lorsqu'on est entouré, on est moins tenté par la mort lorsqu'on est entouré, on est moins tenté également lorsqu'on peut symboliser, lorsqu'on peut parler de ce qui nous fait mal. D'où peut-être toutes ces thérapies par la parole qui ont été développées au XXe siècle. Elle finit par une expression que je trouve très belle. Elle dit que exister n'est pas un fait, exister, c'est une aventure. Et je pense qu'on peut le comprendre en un sens très positif, c'est-à-dire que je suis là, j'existe. Ça veut dire que j'ai lutté victorieusement contre l'attrait de la mort, j'ai lutté et l'attrait de la vie a gagné. Il s'agit bien non pas d'un fait, je ne suis pas là comme ça, de manière spontanée, mais je lutte, il y a quelque chose presque de darwinien dans le discours qui est tenu ici, exister, c'est une aventure. Vous constatez donc que le désir de vie peut en effet lutter contre le désir de mort, mais il ne le fait que lorsqu'il peut se symboliser, alors que le désir de mort se manifestera par l'absence de parole et l'absence de l'altérité. Je vous remercie pour votre attention, c'était un peu long aujourd'hui, mais c'était le grand 3 tout en entier. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une petite mise au point sur un sujet qui nous avait été soumis en classe. Peut-on expliquer nos désirs? Je vous remercie.